Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. C'est le 1er mai aujourd'hui. Et donc, c'est la fête du travail. On va s'intéresser à la protection des salariés avec Maître Nancy Researcher aujourd'hui. C'est comme ça, Researcher? Researcher? Rizacher, Rizacher. Nancy, c'est bien, mais Rizacher. Je l'ai fait à l'anglaise, pardon. Il y a une urgence aujourd'hui quand on parle de souffrance au travail. Juste quelques chiffres avant Donc, je voulais qu'on fasse ce petit entretien pour qu'on puisse donner des clés sur ce que les gens ne savent pas, ont peut-être loupé dans l'actualité du droit au travail et qui les concerne, puisque, voilà, en théorie, on travaille tous, on est tous actifs, même les étudiants vont s'y mettre. Donc, c'est des choses que on doit connaître et finalement, il y a très peu de culture dessus. On peut en parler juste avant. Alors, je donne quelques chiffres. C'est en faisant quelques recherches, on trouve des chiffres hallucinants. 44% des salariés français sont en état de détresse psychologique, sont empreintes humaines. C'est des chiffres faramineux. 3 millions d'employés, c'est 3 millions 2 exactement, c'est-à-dire 12% de la population active présenterait un risque de burn-out selon le cabinet Technologia. On parle aussi, selon les échos, la santé mentale des salariés ne cesse de se dégrader depuis la crise sanitaire. Voilà, bon, en tapant juste détresse psychologique et souffrance au travail, on trouve énormément de chiffres qui sont horrifiques, presque. Euh, Maître, alors qu'est-ce que vous souhaitez partager déjà? Alors oui, j'ai dit qu'on connaît peu, on parle peu entre nous de culture, de droit du travail, entre les travailleurs même ou avec notre voisin. Qu'est-ce que vous pensez en général, comment les gens peuvent se cultiver là-dessus? Le droit du travail, c'est une matière qui est essentiellement vivante. C'est ce qui en fait à la fois sa richesse et sa complexité. Le droit du travail, il y a énormément de jurisprudence, de textes, d'analyses qui sont faites régulièrement. Et c'est vrai que pour se tenir à jour, eh bien, il faut quasiment faire une veille juridique régulière. Évidemment, l'avantage, c'est que c'est un droit qui évolue, c'est un droit qui est aussi généré non seulement par les lois, les décrets, les textes réglementaires, mais aussi la négociation, puisque vous avez toutes les conventions collectives qui sont une mine d'informations pour nos auditeurs. Il est clair que lorsque vous ressortez d'une branche, d'un secteur d'activité, vous avez, ça figure sur votre bulletin de salaire, le code NAF, le code APE, le code activité qui vous donne la convention collective applicable. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je conseillerais à tous, c'est d'aller lire cette convention collective que vous trouvez sur Légifrance ou sur d'autres supports, parce que ça fixe, au-delà de votre contrat de travail, le cadre général applicable à votre secteur d'activité, à l'entreprise dont vous ressortez. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à vérifier, mais ça permet aussi de se tenir au courant et de voir quels sont les textes applicables en vigueur à votre situation. Ouais, c'est vrai que déjà, je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui lisent leur contrat de travail. Je pense qu'on est beaucoup à, à l'oublier. C'est Euh, ça. Rentrons dans le vif du sujet. Merci pour ça. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, vous voulez qu'on le fasse en deux volets. Il y a deux volets qui sont aujourd'hui importants pour vous à présenter aux gens. Voilà, on peut prendre le temps. C'est jour férié aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important à vous à dire sur le droit du travail, sur la souffrance au travail aujourd'hui, les lois à connaître? Alors oui, je voulais insister sur le fait que ben, on dit communément le travail c'est la santé, la suite c'est ne rien faire, c'est la préserver, mais le droit au travail, enfin le droit à la santé au travail, c'est aussi quelque chose d'essentiel à mes yeux puisque je vois dans mon cabinet de plus en plus de personnes en souffrance au travail. Alors ça peut paraître paradoxal parce que certains outils de concertation, d'analyse, d'audit, des rapports sont mis dans les entreprises et à l'inverse, on sent qu'il y a parfois encore un tabou. Un tabou sur le fait que, compte tenu de la crise, compte tenu de la situation, avoir un travail, c'est déjà se sentir privilégié, mais souvent, il y a une souffrance qui n'est pas dite, qui est tue, ou en tout cas qui est même niée jusqu'à ce qu'il y ait burn-out, tentative de suicide, démission sur un coup de tête, enfin sur un coup de tête, sur un ras-le-bol en fait. Et on a des situations qui sont dramatiques. Dans les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, quels que soient les secteurs, on s'aperçoit qu'il y a énormément, aujourd'hui, vous avez cité les chiffres tout à l'heure en préambule, on a beaucoup de souffrance au travail. Alors, il faut pas noircir le tableau, mais il faut quand même en tenir compte et enlever aussi une certaine culpabilité
de certains salariés parce que ça va à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, ça peut être de l'ouvrier au cadre manager parce que il y a un surcroît de travail, une inadéquation des tâches. À la capacité de travail, des ordres, des contre-ordres. Alors, je parle de souffrance générale. Après, on pourra faire une émission peut-être sur le harcèlement moral, par exemple, puisque c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent. Donc bien savoir ce que c'est, à quel moment reconnaître les symptômes du harcèlement moral et surtout comment lutter contre ce harcèlement. Là, je parle surtout de la souffrance plus classique, c'est-à-dire celle qui s'installe de façon insidieuse et qui arrive à des arrêts maladie. Des arrêts maladie parce qu'à un moment donné, votre tête, votre corps, enfin en tout cas tout votre être ne peut plus faire face à cette charge ou cette manière de travailler, cette charge de travail ou cette manière de travailler. Donc, arrêt maladie. Donc, là, à ce moment-là, il y a une suspension du contrat de travail. Il y a bien sûr une indemnisation par les indemnités journalières de la sécurité sociale, bien sûr. Mais il y a comme une sorte de mise entre parenthèses parce que la souffrance au travail devient insoutenable. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est comment on fait déjà pour ne pas tomber dans une suspension de contrat de travail, puisque c'est jamais agréable de se retrouver en arrêt maladie. Hein, c'est jamais, voilà, souvent on a tendance à dire que ce sont des arrêts de complaisance ou, alors peut-être il y en a, hein, il faut pas être non plus naïf, mais c'est quand même rare. En général, les personnes ne vont pas de gaieté de cœur voir un médecin pour dire j'en peux plus. Et c'est ça qui aujourd'hui doit être soulevé et il faut en parler parce que c'est un sujet qui ne doit pas rester tabou. Parce que un des deux volets dont vous voulez nous parler aujourd'hui, je vous en prie, présentez les nous. Peut-être que vous ne voulez pas commencer avec ça, mais vous dites qu'au niveau du droit européen, on peut récupérer des arrêts maladie, Alors, certains c'était le arrêts deuxième maladie. volet, en Et le fait. deuxième, À je vous laisse, partir du pardon. moment, voilà, c'était le deuxième volet parce qu'en fait, aujourd'hui, quand Allez-y. on parle d'actualité jurisprudentielle et législative en matière de droit du travail, il y a deux arrêts fondateurs qui sont qui ont été rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et qui ont donné lieu à une loi qui a été donc promulguée, enfin qui a été publiée au journal officiel le 23 avril, entrée en vigueur le 24 avril. Donc c'est tout récent, hein, c'est il y a 6 jours, donc 7 jours. Donc cette loi-là est très importante parce qu'elle permet de faire prévaloir le droit européen sur notre code du travail. Et cette loi a permis de transposer en fait ces principes dégagés par la jurisprudence en cours de cassation du 13 septembre 2023 dans notre code du travail et une nouvelle lecture, notamment de l'article L3141-5, puisque un alinéa, enfin un septièmement, a été ajouté pour permettre maintenant aux personnes, aux salariés de droit privé en arrêt maladie ordinaire, c'est-à-dire pas d'accident de travail, pas de maladie professionnelle, de récupérer sous certaines conditions, on y reviendra, des jours de congés payés pendant leur suspension de contrat liée à l'arrêt maladie. Donc ça, c'est l'articulation notamment de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la jurisprudence aussi de la Cour de justice de l'Union européenne, donc celle de Luxembourg, hein, pas celle de Strasbourg, pas la Cour européenne des droits de l'homme, et également d'une directive de 2003, du mois de novembre 2003, qui permettait justement, avec ce raisonnement-là, de dire que la France, le Code du travail français, n'était pas en adéquation avec le droit européen. Parce qu'en Maintenant, c'est France, on chose peut faite. perdre, en France, pardon, de vous couper, en France, on peut perdre des jours de congés payés en fonction des arrêts maladie que l'on a eus dans l'année. Alors, pour être plus précis, effectivement, les périodes qui donnent droit à acquisition de jours de congés payés sont des périodes qu'on appelle de temps de travail effectif. Temps de travail effectif, c'est listé donc dans cet article 3141-5 et dans l'ancienne rédaction, celle avant la loi du 24 avril, on nous disait que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée au congé. C'est pas très long, donc je le lis puisque un, les périodes de congés payés. Deux, les périodes de congé maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption. Trois, les contreparties obligatoires en repos. Alors, ça renvoyait à un autre article, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'était bien déterminé. Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif. Et, c'est là où c'est important, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an
pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Vous voyez que là, on ne parlait pas du tout des arrêts maladie ordinaires, ceux qui n'étaient pas liés à un accident de travail, de la maladie professionnelle. Avec cette loi, vous avez un septièmement qui est ajouté, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas le caractère professionnel, n'ayant pas un caractère professionnel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a ajouté dans cet article L31-41-5 le fait que sont considérées comme des périodes de temps de travail effectif donnant lieu à acquisition de congés payés les arrêts maladie ordinaires. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il va pouvoir y avoir des rappels de salaire là-dessus, enfin des rappels de droit à congé. Donc j'invite les auditeurs à interroger effectivement leurs employeurs s'ils ont eu des périodes d'arrêt maladie ordinaire, de reprendre leur bulletin de salaire, de recalculer ces périodes-là et de demander à l'employeur de rémunérer sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés ces périodes donc d'arrêt maladie qui n'ont pas donné lieu à congés payés. Et on peut retrouver donc les congés payés ou ce qu'on a perdu au niveau financier, économique. Alors, ça dépend. Normalement, sur les périodes antérieures, vous pouvez, si vous êtes parti de votre employeur, de votre lieu d'activité, vous pouvez réclamer jusqu'à 3 ans. C'est une prescription triennale. Si vous êtes toujours au sein de votre entreprise, c'est 24 mois. Donc, vous pouvez reprendre ces périodes-là pour calculer vos droits à congés payés qui sont manquants, hein, sur la base de cette loi et sur la base de cette jurisprudence de la Cour de cassation qui a donné lieu encore une fois à cette loi. Après, vous avez aussi un autre aspect de la loi qui est important, c'est que vous avez un droit à report maintenant de congés. C'est-à-dire que les congés que vous aurez pu acquérir, mais que vous n'aurez pas pu prendre parce que vous étiez en arrêt maladie, vous avez de fait un droit à report de 15 mois à partir de l'ouverture des droits pour pouvoir les prendre. Donc il y a une souplesse dans l'intérêt, bien sûr, plus favorable aux salariés, pour ne pas que la santé, ou en tout cas le défaut de santé, puisque vous êtes en arrêt maladie, vous pénalise aussi en termes de congés payés. Et ça, c'est une avancée puisque le droit européen, encore une fois, était beaucoup plus favorable aux salariés. Et c'est à la France maintenant de s'adapter pour faire en sorte que les salariés aient ces droits-là reconnus et, je dirais, respectés. D'accord. C'est intéressant de voir qu'il y a souvent une différence entre le droit français et le droit européen, finalement, que nous ne sommes pas sur la même norme. Alors voilà, c'est ça que il faut absolument enfin, marteler parce que il y a effectivement, on dit toujours le droit européen c'est un carcan, le droit européen, les élections européennes vont arriver le 9 juin, donc on est en plein dans le sujet, Tout à fait. mais il n'y a pas que ça. Il faut voir aussi que les textes de droit européen, de droit international au sens plus large, s'appliquent aussi. On a une hiérarchie des normes dans l'application des arsenaux, entre guillemets, juridiques, internationaux, européens et nationaux. Mais c'est très important de voir que ce référentiel-là est beaucoup plus large que juste franco-français. Hmm. Et c'est important. Les conventions de l'OIT en matière de droit du travail, effectivement, sont aussi des référentiels. Alors après, il faut faire attention sur ce qui est applicable directement, sur ce qui est des normes contraignantes ou simplement des référentiels plutôt informels et non contraignants, hein. On appelle ça la soft law, le droit non contraignant, le droit mou, en tout cas soft law. Mais en réalité, tout ça, c'est important parce que dans une situation de travail, il y a, vous avez vu, depuis le contrat de travail jusqu'à éventuellement un aspect du droit international, tout ça s'applique et s'articule surtout. Donc, il faut savoir l'articuler pour pouvoir comprendre ce à quoi on a droit et faire valoir nos droits. Donc finalement, un salarié qui veut bien se défendre doit, en plus de consulter son propre droit, en plus de son contrat de travail, doit en plus aller s'intéresser, se pencher sur le droit européen. Ça, Ah très oui, peu de, on a très peu de culture dessus. C'est c'est inévitable. inévitable. Ah oui, D'accord, oui. ouais.
Oui, oui, c'est inévitable. Aujourd'hui, il faut effectivement tenir compte du droit européen, mais aussi de la jurisprudence européenne, puisque il y a un certain nombre d'arrêts aussi de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont aussi édifiants par rapport à l'avancée. Parce que l'idée du droit du travail, c'est aussi une notion d'avancée sociale aussi. Et c'est pour ça que c'est important par rapport au bien-être au travail, par rapport à la souffrance dont on parlait tout à l'heure, c'est que le droit, souvent on le voit comme un carcan, comme quelque chose qui est rigide, contraignant et finalement un boulet. Et en fait, ça protège aussi le droit. Le droit, c'est aussi des outils pour justement être des garde-fous, protéger les salariés et puis faire en sorte que bah, les relations de travail se passent au mieux, les conditions de travail Mm. soient favorables. Tout à fait. Alors, ouais, justement, dans ces outils du droit, quel était le premier volet que l'on a, est-ce que c'est l'autre volet que vous vouliez voir sur ces évolutions du droit? Bah, en fait, moi, j'avais plutôt axé sur la souffrance et les conséquences de la souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en souffrance au travail, il n'y a pas 36 solutions. Soit l'arrêt maladie vous permet de vous ressourcer et de reprendre ensuite sereinement votre poste. Soit parfois c'est plus compliqué, donc vous avez une prolongation, une prorogation de vos arrêts maladie jusqu'à ce que se pose la question de la visite de reprise si on envisage une reprise du travail. Là, la seule personne qui est compétente pour vous déclarer apte, apte avec réserve ou inapte, c'est le médecin du travail. Votre médecin traitant peut prolonger vos arrêts maladie, bien sûr. Vous avez le médecin conseil de la CPM qui, lui, va se prononcer uniquement sur l'aspect financier, pécuniaire, indemnitaire, si la CPM continue à vous indemniser ou pas. Mais le seul habilité à dire vous pouvez reprendre votre poste et dans telle ou telle condition, c'est le médecin du travail. Donc, à la visite de reprise ou dans les 8 jours de la reprise prévue, vous devez avoir un rendez-vous, un examen médical auprès du médecin du travail. Ce médecin du travail va vérifier si vous êtes, par rapport à votre poste, à vos tâches, par rapport à votre pathologie. Donc, bien évidemment, le secret médical est important, hein, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec le médecin du travail. L'employeur n'a pas à connaître, c'est inviolable, hein, le secret médical. Donc, vous avez un entretien, un examen, et c'est le médecin du travail qui va soit vous déclarer apte à la reprise de votre poste. Dans ce cas, vous allez repartir avec cet avis d'aptitude et reprendre votre poste similaire à l'identique. Soit vous allez avoir des réserves, parce que pour X raisons, que ce soit un burn-out ou que ce soit une pathologie, là cette fois-ci purement, je dirais, mécanique ou somatique, enfin voilà, un problème de dos, un problème une opération quelconque, vous allez peut-être avoir ne pas porter de charge, ne pas avoir d'horaire de nuit, ne pas avoir une station debout prolongée, enfin, vous allez avoir un certain nombre de préconisations du médecin du travail. L'employeur est obligé d'en tenir compte. C'est contraignant là pour le coup, lui, il doit en tenir compte et il doit adapter votre poste pour respecter les réserves ou les préconisations des médecins du travail. S'il ne peut pas adapter votre poste, quid? Il doit vous reclasser. Vous proposez un poste, alors forcément, il ne sera pas identique, mais similaire en fonction bah, de vos aptitudes, aussi votre cursus, vos examens, votre expérience professionnelle, vos diplômes, votre situation générale. Il peut vous proposer un poste de reclassement. Vous êtes en droit de le refuser, bien évidemment. Mais lui n'est pas fautif dans la mesure où il a recherché de façon loyale et effective un poste pour vous reclasser. Et est-ce que ça peut être, est-ce que c'est forcément sur un handicap physique ou est-ce que là, quand on parlait de détresse psychologique tout à l'heure, donc c'était, ça peut être le burn-out va avec une dépression souvent. Est-ce que on peut proposer à ce moment-là, est-ce qu'on peut demander à avoir ce reclassement? Comment est-ce que ça se passe au niveau mental? Alors, le médecin du travail va faire ses préconisations. Si par exemple c'est effectivement un burn-out, bien là, il va sans doute soit indiquer que vous devez avoir une réduction des charges qui vous incombent, peut-être un secteur complet si vous devez manager par exemple d'autres salariés et que ça fait trop par rapport à vos tâches. Le médecin du travail peut dire bah, cette fonction-là qui est inhérente au contrat de travail bah, doit être allégée ou doit être supprimée. Enfin, le médecin du travail, lui, va faire vraiment une recherche
en adéquation entre les tâches qui vous incombent de par votre contrat de travail et puis votre état de santé et vos aptitudes à l'heure où il vous examine, à l'instant T. Hmm. Donc oui, il y a plein de préconisations qui peuvent être mises en place pour tenir compte de votre état de santé, qu'il soit physique ou psychologique. Si l'aménagement du poste n'est pas possible et si le reclassement n'est pas possible non plus ou pas accepté, alors quid? Eh bien, on va vers un licenciement pour inaptitude physique au sens général, physique ou psychologique, mais licenciement pour inaptitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là aussi, j'enlève le tabou. Le terme inaptitude est toujours un peu vécu péjorativement par beaucoup de salariés. Il faut pas le prendre comme ça du tout. Ça veut dire que sur ce poste-là, dans cette entreprise-là, eh bien, voilà, votre état de santé ne vous permet pas de continuer votre relation contractuelle et il y a une rupture du contrat. Oui, c'est souvent une grande différence qu'on fait entre le monde juridique et le monde social, on va dire, parce que dans le social, les mots vont, on peut avoir, enfin, les individus vont mettre une émotion sur le terme, mais en juridique, c'est, voilà, une aptitude veut dire que nous, on n'est pas apte et c'est en mot neutre presque. C'est ça. Il y a pas de connotation ni de jugement, ni subjective, ni voilà. Il y a une inaptitude physique parce que dans le code du travail, c'est un mode de rupture du contrat de travail parce que effectivement, le médecin du travail a préconisé ou a déclaré, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez aussi être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. Et parfois même parce que votre santé, votre sécurité en matière de reprise de travail est impossible à garantir, ce qui veut dire que vous êtes déclaré inapte à tout poste. Et à ce moment-là, vous êtes aussi, vous êtes soumis à une procédure de licenciement pour inaptitude avec des garanties, puisque bien sûr, vous aurez une convocation à un entretien préalable. Alors, si vous vous présentez pas, si vous ne pouvez pas, ça n'est pas un obstacle à la poursuite de la procédure, hein, parce que souvent dans l'idée, bah oui, vous êtes de nouveau aussi bah, forcément en burn-out, donc peut-être vous ne pourrez pas assister à cet entretien préalable. À ce moment-là, bah, ce n'est pas obstruant, ce n'est pas impactant. Vous recevrez ensuite une lettre de notification du licenciement qui rappellera qu'il y a eu un avis du médecin du travail, qui a eu éventuellement une recherche d'adaptation du poste, d'aménagement ou de reclassement. Ça n'a pas pu aboutir et vous êtes licencié donc pour inaptitude physique, encore une fois, sans jugement de valeur, juste parce que voilà, votre état de santé ne vous permet plus d'occuper votre poste. Et dans ces cas-là, on touche forcément au chômage classique. Vous avez une indemnité de licenciement qui est calculée. Alors là encore, d'où l'intérêt d'aller voir la convention collective aussi, puisque en fait, vous avez une indemnité. Alors vous avez l'indemnité légale de licenciement, bon, ça vous le trouvez dans le code du travail. L'indemnité conventionnelle, on prend la plus favorable en général. Et ensuite, il faut bien voir si l'inaptitude est liée à une maladie professionnelle ou un accident de travail ou pas. Donc ça change un peu l'indemnisation, notamment aussi par rapport au préavis, parce qu'un préavis que vous ne pouvez par définition pas exécuter. Et donc là, à ce moment-là, vous avez un solde de tout compte, votre certificat de travail, l'attestation France Travail, hein, maintenant, on disait Pôle emploi, mais France Travail, et vous avez votre dernier bulletin de salaire qui récapitule effectivement les sommes ce qui vous est dû au titre des congés payés, notamment, puisque votre compteur congés payés, qui normalement figure sur votre bulletin de salaire, eh bien là aussi, vous avez sans doute des congés acquis et non pris, hein. À ce moment-là, ça donne lieu à une indemnité compensatrice de congés payés. Donc ça, il faut bien vérifier aussi son solde de tout compte pour vérifier que tout est en ordre. Merci, maître, c'était très intéressant. J'ai une petite conclusion. Avant ça, est-ce que vous voulez rajouter un point qu'on aurait omis? Non, simplement que le droit du travail, c'est une matière qui est passionnante, complexe, mais passionnante. Il faut pas avoir peur des dédales. Et puis, il faut pas avoir peur de se renseigner bah, il vaut mieux être renseigné et savoir ce à quoi on a droit plutôt que ensuite s'en mordre les doigts parce que on a signé un solde de tout compte et que on ne peut plus aller au prud'homme. Voilà, c'est tout. Oui, donc il faut mieux arriver à se renseigner en amont. En amont, c'est toujours plus sûr. Et ce serait intéressant de pouvoir justement développer des outils de vulgarisation, parce que c'est vrai que le droit peut des fois être dur d'accès dans sa lecture.
quand on n'a pas l'habitude, justement. Bien sûr, bien sûr. Le droit a son vocabulaire, on peut aussi décrypter. Le droit a ses procédures. Alors, c'est sûr, c'est un métier, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un métier, c'est complètement abscon et on ne peut absolument pas comprendre. Pas du tout. Non, il faut le décrypter. Et je pense que des émissions comme la vôtre, c'est important de faire un focus à un moment donné sur une situation concrète et éclairer effectivement les internautes, les auditeurs, enfin les lecteurs, parce que en tout cas, c'est une matière qui est vivante et qui est pas du tout poussiéreuse. C'est une matière qui est véritablement passionnante. Et on espère que ça aura servi à beaucoup de nos lecteurs ou à tous nos lecteurs. Et juste avant de terminer cet entretien, j'avais une question. Comment est-ce que justement, sans trahir le secret professionnel, comment les gens, vous êtes spécialiste en droit du travail, ceux qui viennent vous voir, comment sont-ils, qu'est-ce que vous relevez de, de la vie des gens, de comment viennent-ils, est-ce qu'ils sont face à, est-ce qu'il y a un nombre incroyable justement d'affaires où finalement ils ont manqué de savoir en droit du travail, où ils auraient pu se protéger. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans vos rendez-vous physiques avec les gens? Je pense qu'il y a cette notion de culpabilité et il y a un laps de temps entre le moment où ils ont identifié un problème au travail, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un problème encore une fois, d'ordre, de contre-ordre, de communication avec la hiérarchie, d'exécution des tâches, mais ce qui me choque le plus, c'est le laps de temps entre le moment où ils viennent me voir et ils ont subi l'agression, entre guillemets, en tout cas comme ils l'ont ressenti. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut pas se Attendre. culpabiliser en se disant c'est moi, je me fais des films, ou il faut bien sûr rester objectif, hein, c'est clair, mais je pense que la souffrance, elle est jamais bonne quand elle reste sourde, qu'elle gangrène, qu'elle est insidieuse, et que finalement, on arrive tout doucement à se dire, mais allez travailler, bien sûr, c'est pas toujours agréable, hein, il y a des obstacles, il y a des choses à gérer, c'est pas toujours, on n'y va pas toujours gaiement, mais ça ne doit pas devenir une souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit y avoir un équilibre entre un certain épanouissement, en tout cas une certaine satisfaction de faire son travail, et puis les conditions qu'on nous donne. Et c'est vrai que cette dichotomie, en tout cas ce décalage des fois, il est lent, et quand les personnes viennent me voir, elles sont souvent au bout du rouleau avec cette impression de dire ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ben, ça fait X semaines, X mois que je suis en arrêt et je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que en fait il y a ce côté ben oui, j'ai un travail. Au départ, je l'aimais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très consciencieux et ça je tiens à le dire, c'est-à-dire que euh, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est justement pour eux un échec. C'est-à-dire qu'ils ont une souffrance au travail et pour eux, c'est inadmissible parce que le but, c'était justement d'être rigoureux, consciencieux et de bien faire son travail. Donc, il faut enlever ce tabou-là, il faut enlever cette gêne, il faut enlever cette chape de plomb qui fait que on se remettrait en question parce que oui, bah, ça se passe pas comme on voudrait. Et parfois, ces dysfonctionnements-là, il y a des solutions. Il y a des solutions bah, grâce justement avec l'identification de la situation. Il y a aussi le dialogue parce qu'il faut pas oublier que parfois l'avocat n'est pas synonyme simplement de requête au prud'homme. Oui, bien sûr, on est aussi là pour faire du contentieux, mais le dialogue et la reformulation et la négociation et l'apaisement des conflits qui peuvent naître dans la relation de travail, quelle qu'elle soit, à quelque niveau, bah, c'est important parce que souvent aussi, le dialogue est rompu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication et chacun est sur sa réserve. Et pour moi, c'est quelque chose qui envenime encore le problème et qui est encore plus douloureux. Vous avez bien raison de soulever ce phénomène de culpabilité. C'est très intéressant de l'entendre là encore, puisque pour travailler sur des affaires, on traite beaucoup, on enquête sur les problèmes de concurrence, notamment entre les petits commerçants et les grandes surfaces. On travaille aussi on suit des paysans, des agriculteurs qui ont perdu des terres, qui ont perdu une ferme, parfois qui était la ferme familiale. Et c'est à chaque fois moi, ce qui m'a étonné et que je vois maintenant, et vous me confirmez encore là dans le monde du travail, ce qui revient à chaque fois, c'est que quand un entrepreneur perd son commerce, il ne va pas vouloir, certaines fois, intenter un procès ou porter plainte ou continuer quelque chose, puisque que ce soit un petit commerçant
ou un agriculteur qui avait sa ferme avec quelques employés, à chaque fois, il y a cette culpabilité forte. Oui, oui. Oui, parfois c'est même de la honte. Ah La oui, de la honte. culpabilité dérive vers de la honte qui n'est pas justifiée, alors qui De est la honte. légitime parce que c'est ce que les personnes ressentent, mais qu'il ne faut pas avoir parce que c'est aussi un frein à aller pousser une porte, à se renseigner, à faire en sorte que les droits soient respectés pour que la relation de travail ne soit plus une relation toxique. Mais surtout qu'on on se rend compte, par exemple pour les petits commerçants, il y a par exemple là une grande surface qui a été condamnée. En fait, c'était le préfet qui devait contrôler cette grande surface, sauf qu'il ne le contrôlait pas. Et donc la grande surface a pu rester installée 20 ans dans laquelle elle était en situation de concurrence complètement déloyale avec d'autres petites épiceries qui auraient pu se mettre. C'était un magasin Babou qui a été condamné là en décembre. Et là-dessus, en fait, ça peut prendre 20 ans à faire condamner ce type d'entreprise ou les préfets qui ne vont pas les contrôler et ça arrive extrêmement souvent. Et pendant ce temps-là, le commerçant reste avec sa honte. Et ben, je dis souvent aux gens, on essaie de développer un réseau là-dedans, on essaie de dire, bah, amenez-les nous, on va leur donner la parole. Ils disent non, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont honte. Et C'est ça, il faut c'est sortir ça. de cette honte. Bien sûr, il faut oser écouter ses ressentis aussi parce que il n'y a pas il y a pas de situation honteuse ou coupable ou voilà, il y a un mal-être. Une fois qu'on a mis le mot sur le mal-être, eh bien, il faut simplement trouver les manières de s'en sortir. Sans avoir de réticence par rapport à qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que l'environnement familial, hein, parfois. Moi, j'ai des clients qui n'osent pas dire la souffrance qu'ils ont au travail, à leur propre épouse ou époux, à leur propre famille. Ça part d'un sentiment de protection, et c'est tout à leur honneur, mais en même temps, la famille n'est pas dupe, se voit bien qu'il y a un problème, s'imagine des fois d'autres choses qui fait que ça retentit sur d'autres problèmes intrafamiliaux, alors que la souffrance, elle est au travail et que déjà de la formuler, déjà de la reconnaître, ça permet déjà d'avoir une ouverture et de cloisonner les choses, mais de permettre aussi à ce que la famille soit aidante et soutenante parce qu'elle a compris qu'il y avait un problème au travail aussi. Donc c'est tout l'être, on y passe du temps au travail, hein, tous. Donc c'est sûr que c'est une partie aussi de notre vie et c'est vrai que ça peut aussi générer des problèmes dans la vie privée qui pourraient être évités, je pense, si on mettait les mots euh, sur les mots, comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce savoir, maître Nancy Merci à Rizalca. vous. C'était très intéressant. On va faire une capsule de cela parce que c'est très important que les gens puissent sortir de cette honte qui ne leur appartient pas, finalement. Ils n'ont pas à avoir honte. Bien sûr, C'est parfois un système qui est plus grand que eux, qui les mène là où ils doivent être menés. bien sûr. Merci en tout cas beaucoup d'être venu. Et Merci à vous. voilà, vous êtes actif vers Épinal, je crois, dans l'Est, que les gens puissent Moi, je suis vous dans le retrouver Grand sur... Est. dans le groupe. Mon cabinet est à Épinal, mais bon, j'interviens effectivement dans le Grand et dans toute la France, puisque aujourd'hui, les contentieux et comment dire, les relations sont dématérialisées aussi grâce aux moyens techniques. On peut effectivement aller partout, puisque finalement, les problèmes sont partout. Les problèmes sont partout et sont partout les mêmes. Voilà, exactement. Merci encore d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On espère que vous aurez appris des éléments qui pourront vous servir. N'oubliez pas, François avance exclusivement grâce à vous. Nous n'avons pas de subvention, pas de pub. Donc voilà, on avance avec les lecteurs. Si vous pouvez nous soutenir financièrement, c'est sur françois.fr/soutien. À bientôt. Au revoir, maître. Au revoir, à bientôt.